Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui interroge beaucoup de couples, qui fait parfois sourire, qui fait aussi naître quelques malentendus, mais qui, lorsqu'on le découvre vraiment, peut transformer la manière dont deux personnes se reconnectent. Je suis Amélie, co-créatrice des Love Room Double Jeu, et je vous propose un épisode pour remettre les pendules à l'heure sur un mot souvent mal compris, le massage tantrique. On va parler d'une expérience sensorielle extraordinaire. Pas de mysticisme étrange, pas de sexualité cachée derrière des bougies. Ici, on parle d'un massage tantrique rose, un art du toucher conscient, respectueux, sensoriel et surtout profondément humain. Mon invitée du jour est Stéphanie, une professionnelle passionnée qui accompagne les couples avec douceur et bienveillance, notamment à travers des massages à 4 mains. Ensemble, on va explorer ce que peut vraiment apporter cette pratique au couple, comment elle aide à se retrouver, à ralentir, à ressentir et même à se dire « je t'aime » autrement. Bienvenue dans le labo des couples. Oubliez les contes de fées. Ici, on parle du couple, le vrai. Celui qui se cherche, se bouscule, se retrouve. Celui qui rit, qui doute, qui frissonne. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui prend soin de l'amour sans filtre ni mode d'emploi. À chaque épisode, on explore ce qui fait tenir un couple, les petits gestes, les grandes questions et les vraies discussions. Que vous soyez ensemble depuis 2 mois ou 20 ans, que vous aimiez au féminin, au masculin ou entre les lignes, ce podcast est pour vous. Installez-vous et entrez dans le labo. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu ? Bonjour Amélie, je vais très bien, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui. Oui, avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie ? Oui, avec plaisir. Donc je suis thérapeute holistique, donc en fait je propose un certain nombre de prestations et entre autres, je propose des soins d'accompagnement à la reprogrammation neurolinguistique pour permettre un développement personnel, énergétique et spirituel. Je suis passionnée depuis l'enfance, donc j'ai décidé de m'installer depuis 2018. Et puis j'ai également créé Tantra Messence. Tantra Messence qui vous propose en fait différents accompagnements, des accompagnements massage tantrique, des accompagnements méditation Kundalini, tout un tas d'accompagnements pour se reconnecter à soi et accompagner les couples. Accompagner les couples, c'est du coup ton objectif premier finalement. Oui, au sein de ton établissement Double Jeu, mon objectif c'est vraiment d'accompagner les couples à se reconnecter à tous ses sens en présence, parce que présence signifie près de ses sens. D'accord. Et est-ce que tu fais ça en dehors, du coup, comme tu l'as évoqué, de Double Jeu, tu fais ça aussi dans Mon cabinet. Ton cabinet. Oui, tout à fait. Ok. Oui, j'ai ouvert mon cabinet en 2018, donc du coup j'ai aussi des accompagnements de 3h30 au cabinet, où en fait je propose des choses différentes de ce que je peux te proposer ici, pour que ta clientèle ait quand même un accompagnement bien spécifique, parce qu'on est quand même sur un temps délimité. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là aujourd'hui ? Alors oui, bien sûr. Donc comme je te disais, je suis passionnée depuis l'enfance par le sens de l'existence, la psyché humaine, le fonctionnement de l'être humain. J'ai eu beaucoup de capacités qui sont venues à moi, donc j'ai toujours eu envie de les développer. Et puis j'avais un petit rêve d'enfant qui était de devenir un ange. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Bon, je sais pas si je m'en sors très bien, mais je fais de mon mieux en tout cas. Voilà. Donc du coup j'ai vraiment eu à cœur en fait de développer tout ça pendant toute ma vie, et puis en 2018 j'ai décidé en fait vraiment de me consacrer uniquement à ça, donc j'ai ouvert mon cabinet de thérapie en tant qu'énergéticienne. Donc là je me suis formée à énormément de choses, et puis j'ai eu des expériences personnelles bien évidemment, puisqu'un bon thérapeute c'est un thérapeute qui travaille sur lui-même. Évidemment. Donc j'ai expérimenté énormément la méditation et donc sans le vouloir, j'ai activé mon canal énergétique.
Ce qui fait qu'en fait j'ai eu une montée énergétique très très puissante. Et en allant chercher qu'est-ce qui s'était passé, j'ai compris en fait que c'était une montée de Kundalini. Alors, c'est quoi la Kundalini? Et voilà, c'est hyper important la Kundalini. Donc la Kundalini, c'est notre énergie vitale. Cette énergie vitale, en fait, elle vient nous connecter en profondeur à notre essence véritable. Ce qui permet en fait de renouer notre conscience et notre inconscient. Donc ça nous aide en fait à prendre des bonnes décisions dans notre vie, ça nous permet aussi de développer des capacités et il y a des avantages aussi dans la sexualité. D'accord. Voilà. À l'époque j'étais en couple et ma montée de Kundalini m'a permis en fait de vivre une expérience de sexualité sacrée avec mon partenaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Kundalini, c'est quelque chose qu'on expérimente quand on médite et quand on est prêt à la vivre. D'accord. Est-ce qu'il faut beaucoup méditer pour avoir une expérience de Kundalini? En tout cas, pour se donner des chances de vivre une expérience de Kundalini? Alors, ça va dépendre de chacun. D'après moi, l'expérience de la Kundalini se fait quand les corps énergétiques sont prêts. Et les corps énergétiques dépendent du corps émotionnel, mental et physique. Donc prendre soin de son corps, c'est important. Une bonne alimentation, une bonne hygiène avec le sommeil. Prendre soin de son corps émotionnel, donc de son cœur, être en accord avec ce qu'on ressent, se sentir libre de l'exprimer, et aussi en accord mental, c'est-à-dire que ce qu'on pense est en accord avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on fait. Ça, c'est l'alignement. Et donc quelqu'un qui met toutes les chances de son côté peut en effet préparer son canal, ce qui fait qu'on peut avoir des éveils. Donc plus on va méditer, plus en fait on va favoriser ces éveils d'énergie. Pour vivre une montée, il faut vraiment que le corps soit prêt. Mais je pense que tout le monde peut le vivre parce que tout le monde a le même potentiel. On est tous dotés des mêmes capacités physiologiques, oui. En effet. Hein, une glande pinéale, tout le monde l'a. Des cristaux de magnétite, bon, tout le monde en a. Donc du magnétisme, tout le monde en a. De l'intuition, tout le monde en a. Et c'est super. Donc voilà, c'est vraiment un choix aussi après de travailler sur soi pour dépasser des blocages émotionnels. D'accord ? D'accord. Donc la Kundalini, plus on va prendre soin de soi, et ben, plus on a de chances de l'expérimenter. Après, moi, je préconise quand même toujours de se faire accompagner si on veut vraiment vivre une expérience de Kundalini. D'accord. C'est pour ça que Tantra Essence est arrivé. D'accord. Voilà, j'ai mis en place ce parcours-là pour, au travers de méditation, de pratique, d'exercice, de respiration, mais aussi du massage tantrique, d'accompagner à vivre une expérience pour pouvoir se reconnecter plus en profondeur à soi et du coup à son partenaire. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée au tantra ? Eh bien, à la suite de ma montée de Kundalini et de cette expérience de sexualité sacrée, je comprenais pas trop ce que je vivais en fait. Donc j'ai vraiment eu besoin d'aller chercher toutes ces informations-là. D'accord. Et c'est dans cette culture du tantrisme que j'ai eu des réponses. Donc je suis allée expérimenter personnellement le massage tantrique, faire des stages en collectif dans le tantrisme pour voir comment ça se passait, ce qui était proposé. Et du coup, j'ai décidé de me former en massage tantrique. Okay. Ça m'a permis en fait d'apprendre à maîtriser cette énergie parce que ce canal énergétique, il s'activait pendant mes soins thérapeutiques. Parce que comme je disais tout à l'heure, je fais des accompagnements en état modifié de conscience à aller chercher la source des traumatismes pour les libérer, oui. Avec de la reprogrammation neurolinguistique. D'accord. Et donc cette énergie-là, elle s'activait. Mon canal s'ouvrait. Je sentais donc du coup vraiment une sensation de lumière en moi. Et je sentais qu'en fait, ça me permettait de recevoir des énergies, des informations et des guidances pour la personne qui vient recevoir un soin. D'accord. On ne peut pas dire client, bien sûr. Oui. Donc du coup, toutes ces énergies-là, elles pouvaient en fait descendre grâce à cette connexion, à ce canal qui était ouvert. D'accord. Tout simplement. Donc j'ai eu envie d'apprendre à le maîtriser. C'est le tantra qui m'a permis ça. D'accord. Mais c'était une expérience personnelle hyper enrichissante. Ok. Et donc tu as eu envie de le faire découvrir aux autres finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le tantra et quel tantra tu pratiques ? Alors le tantra, pour moi, c'est une philosophie de vie en fait, qui passe par différentes approches. C'est-à-dire se connecter en profondeur à soi, à ses besoins, se sentir libre de les exprimer, s'assumer pleinement et puis surtout révéler son essence authentique, naturelle. Okay. Donc,
pour aller dans toutes ces pratiques-là, euh, je me suis laissée porter en fait par ce que j'expérimentais personnellement. D'accord. Voilà. Donc toutes les expériences que j'ai vécues par moi-même, je les ai transmises après lors de mes soins, lors de mes accompagnements. D'accord. En fait, tu as évolué en fonction des expériences que tu te faisais Oui, au fil de la vie finalement. oui, tout à fait. Et des D'accord. pratiques en fait. D'accord. Et donc, les tantras, combien il y a de tantras? Ah, il y a plein de Et- couleurs de tantra. Alors, peut-être juste les principales. Mais Et oui, puis qu'on il y en a explique un 3-4 petit peu en fait. les différences, au moins juste Ouais. qu'on voit un petit peu, qu'on comprenne un peu les différences et quel tantra tu pratiques, Ouais. toi, et pourquoi. Ça fait beaucoup de questions. Ouais, j'espère que je vais tout me souvenir. Allez, je vais t'aider. Donc, il y a du tantra blanc, du tantra rose et du tantra rouge, voire du noir. Voilà. D'accord. Donc moi, je propose uniquement du tantra blanc et rose. D'accord. L'explication, elle est très simple. Le tantra rouge, voire noir, intègre en fait le massage des parties sexuelles. D'accord. Donc du lingam pour le sexe masculin, de la yoni pour le sexe féminin, tel D'accord. qu'on le nomme dans la culture. Et donc, personnellement, ayant à cœur de rester connecté à quelque chose de sacré, dans un respect d'intégrité, pour moi, le massage sexuel, c'est exclu. C'est pas D'accord. possible. Ok. Voilà. Donc, je propose uniquement un tantra rose, où le corps est massé dans son intégralité. Cependant, le sexe n'est pas massé. D'accord. Voilà. Ok. Il y a simplement une reconnexion qui peut se faire au niveau des chakras, premier chakra, et chakra du cœur. Donc, si les personnes sont en accord avec ce protocole-là, il y a juste une imposition des mains sur sexe-cœur pour venir accompagner de manière énergétique D'accord. la reconnexion de l'énergie sexuelle à l'énergie du cœur. D'accord. Parce que la Kundalini, elle va au moins se connecter pendant le massage jusqu'au cœur. D'accord, donc ça, en fait, c'est une pratique que tu fais enfin, avec des couples ou avec des personnes seules? Alors, c'est la pratique en fait qui se propose en prestation individuelle ou en prestation couple. D'accord. Cependant, quand j'accompagne un couple, c'est la main du partenaire qui vient reconnecter le sexe-cœur. D'accord. Donc en fait, c'est une super expérience à faire à deux finalement. Exactement. Moi, je viens juste poser ma main sur celle du partenaire pour accompagner avec le magnétisme, l'intention, les énergies, D'accord. cette reconnexion-là. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette reconnexion? Est-ce que ça se matérialise? Est-ce qu'on sent quelque chose sur le moment? Est-ce qu'on sent quelque chose plus tard? Comment ça se passe tout ça? Alors cette reconnexion, elle peut se ressentir en effet, après ça dépend toujours en fait de la sensibilité de chacun. Oui. Cependant, quand une reconnexion se concrétise, la personne en fait peut ressentir une grande chaleur, que ce soit au niveau du premier chakra ou au niveau du cœur, D'accord. et une ouverture qui peut donner la sensation vraiment d'un espace qui s'ouvre, et certaines personnes peuvent vraiment ressentir en fait de la lumière et une sensation d'amour inconditionnel qui l'envahit en fait. D'accord. Donc ça amène vraiment beaucoup de réconfort, de chaleur et de bien-être. Ok. Voilà. Ok, et donc après, par la suite, en dehors de ton soin, une fois que les couples sont sortis de ton cabinet, est-ce qu'il peut y avoir des effets positifs dans l'avenir, dans un avenir proche, plus ou moins proche d'ailleurs, je ne sais pas? Eh bien, cette sensation de paix va rester. Et la personne peut se sentir vraiment centrée et reliée à son cœur, à ses intuitions, et vraiment en présence de tous ses sens. Donc ça va lui permettre en fait de prendre des meilleures décisions dans sa vie. D'accord. Voilà. Et on peut avoir une sensation de bien-être comme un flottement, d'être dans du coton en fait. Ok. Voilà. Donc selon la capacité à chacun de lâcher prise et selon si sa vie aussi est détendue, hein, parce que des fois on est trop stressé, donc malheureusement les effets peuvent vite retomber. D'accord. Mais si on arrive à entretenir un contexte serein, oui, les effets peuvent durer très longtemps en fait. D'accord. Et donc c'est bénéfique sur le couple de quelle façon en fait? Simplement parce qu'ils se sentent mieux, donc forcément
en couple, ils se sentent mieux ou je sais pas en fait, quels sont les Ouais. bénéfices sur le couple? Une reconnexion de couple, ça passe d'abord par une reconnexion à soi-même. Ok, Il faut déjà se sentir bien en soi, donc dans son corps, avec ses émotions, avoir un mental apaisé, parce que se connecter à l'autre, ça passe par soi et ça passe par tous ses sens. Donc il faut déjà se sentir très bien à l'intérieur de soi. Donc en effet, les rituels qu'on peut proposer avant un accompagnement vont permettre de se reconnecter à soi pour mieux se reconnecter à l'autre. Et donc après, cette reconnexion, elle va passer par différents sens en fait. Le souffle, le regard, le toucher, l'odeur, peu importe. Tous les sens qui vous sont développés peuvent en fait être utilisés pour se reconnecter. d'accord. D'accord, donc on peut dire qu'en fait le tantra rose peut ressouder un couple, Il peut va, aider à ressouder un couple. il va permettre en fait de se rencontrer d'une autre manière. Souvent on est stressé, on a des choses à faire, on a beaucoup de pensées, on ne prend pas le temps de vivre, on ne prend pas le temps de respirer. Et dans le tantra, tout va être dans la lenteur, dans la douceur et sans attente. D'accord, Attente sexuelle. ouais, d'accord. Et c'est ça le plus important, je pense. Le lâcher prise sur la performance sexuelle et sur l'attente sexuelle. D'accord, Un tantra rose, c'est frustrant parce qu'il n'y a pas de sexualité. Et c'est justement grâce à cette frustration, en fait, qu'on peut amener une autre perception de la relation charnelle dans le couple. d'accord. Et du coup tout ça, ça peut se faire en une séance ou est-ce qu'il va falloir 3, 4, 10 séances Ah, c'est comme tout, en fait, ça va dépendre de chacun. Cependant, on vous met en place des outils. Le tantra vous propose des outils, des pratiques. Libre à chacun de se sentir à l'aise ou pas avec et de les pratiquer à la maison. Mais c'est comme tout, ça s'entretient. Une flamme, ça s'entretient. Bien sûr, mais du coup déjà en une séance, on peut déjà se sentir beaucoup mieux. Oui. Ok, Ouais, c'était d'ailleurs des expériences très émouvantes et ce que je préfère dans le tantra, c'est vraiment accompagner les couples. Parce que je peux percevoir les énergies, donc quand un couple est connecté de cœur à cœur et de corps à corps, il se dégage une lumière, un cocon, c'est magnifique à voir en fait. d'accord. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que tu as entendu en tout cas de fausses idées, des préjugés sur la pratique du tantra? Oui, alors le premier préjugé, c'est forcément le lien avec la sexualité. Forcément. Ouais. Le problème, c'est que la Kundalini est confondue avec l'énergie sexuelle. Alors, c'est quoi la différence du coup? Et ouais, très bonne question. Eh bien, déjà, on va resituer, c'est que l'énergie sexuelle et l'énergie de la Kundalini se situent au même endroit en fait. Ok, La Kundalini, elle part du coccyx. d'accord. Voilà, les énergies sexuelles, elles partent aussi de ce premier et deuxième chakra. Donc forcément, quand la Kundalini se déclenche, c'est une énergie qui est très puissante, qui va venir en fait suractiver la zone dans laquelle elle se déclenche. D'accord. Donc forcément, un éveil de Kundalini va surexciter les organes du premier et deuxième chakra. D'accord. Donc forcément, on a l'impression que c'est simplement une énergie sexuelle qui s'ouvre en fait. Et ça, à chaque séance, on peut ressentir ça dès la première séance. Ah oui, sur un massage, même en méditation. Oui, D'accord. tout à fait. Ouais. Et si cette énergie, en fait, elle est bloquée et elle reste sur ce premier et deuxième chakra, dans cette zone-là, ben forcément, elle ne va pas circuler dans le reste du canal énergétique. Donc, on va se dire, c'est simplement une pulsion sexuelle. D'accord. Sauf que en pratiquant la méditation, la respiration, en faisant monter à l'intérieur de soi, on va se rendre compte que finalement cette énergie, elle n'a rien à voir avec l'énergie sexuelle. D'ailleurs, dans le tantrisme, si on veut aller un peu plus loin, il est préconisé en fait que l'homme n'aille pas jusqu'à l'éjaculation pour justement garder cette énergie. D'accord. Et Et en oui. faire quoi? Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a cette énergie? Enfin, moi non, mais Mais une fois qu'ils ça, ont cette énergie, ils en font quoi du coup? Ils en font quoi? Ben, ils la font circuler dans leur canal énergétique. Ça va leur donner en fait plus d'endurance, plus de force. Mais ça, les sportifs, ils le savent. D'accord.
C'est pratiqué chez les sportifs. Et oui, ils ne font pas d'activité sexuelle la veille d'un match ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ils savent en fait qu'ils vont perdre de l'énergie et de la force. D'accord, intéressant. On n'invente rien. Non, mais c'est super intéressant. Est-ce que des couples sont déjà venus te voir avec cette idée justement que le tantra de toute façon c'était sexuel et sont repartis avec une idée complètement différente et en ayant complètement changé d'avis finalement? Alors, les couples, généralement, ne me demandent pas en fait ce genre de choses. Euh, Par contre, comment dire? Moi, je fais le point en début de prestation avec toutes les personnes qui me contactent, que ce soit en individuel ou en collectif. Mais pour les couples, bien souvent, c'est un des deux partenaires qui m'appelle. Donc, je fais le point avec lui et je lui explique le cadre et la posture dans lequel en fait, je vais accompagner son couple. Et alors, je te coupe 2 secondes, mais que recherchent les gens Qui viennent qui viennent te voir finalement? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors, soit ils connaissent les pratiques du tantrisme, et en effet, ils ont envie de revivre cette expérience parce qu'ils ont adoré cette reconnexion, ils en connaissent les bienfaits, donc du coup, ils ont vraiment envie de tester l'approche de Tantra Naissance, voilà, parce qu'il y a différentes pratiques. D'accord. Soit en fait, ils ne nous connaissent pas du tout, et du coup, leur envie est en effet de se reconnecter. Parce qu'ils peuvent avoir en fait des complications de l'ordre de la sexualité ou de la connexion avec le corps. Il y a plusieurs demandes différentes. Dans tous les cas, peu importe leur demande, moi, mes ateliers vont être adaptés à leurs besoins. D'accord. Tu adaptes grâce au premier contact téléphonique, j'imagine. Oui. Tu adaptes ta séance en fonction des attentes. Oui, tout à fait. Des personnes qui... Voilà, d'accord. On fait le point sur leur demande en fait, voir si émotionnellement comment ils se sentent, mentalement comment c'est, avec le corps, comment est leur sexualité, comment ça se passe, on fait un point en fait. Alors après la complexité qu'il peut y avoir, c'est que parfois un des deux partenaires me contacte parce que c'est l'anniversaire et c'est un cadeau surprise. D'accord, donc tu n'as qu'un seul partenaire sur les deux en contact, et alors comment... La personne ne peut pas forcément répondre à toutes les questions pour l'autre. Après, j'imagine qu'ils se connaissent bien quand même. Oui, moi je fais confiance bien sûr au partenaire qui m'appelle. Par contre, ce que je lui dis, c'est que lors de mon arrivée, soit il me présente, soit il me présente mon arrivée, soit c'est une surprise, il ne présente pas mon arrivée, mais que dans tous les cas, quand moi j'arrive dans la suite, je me présente et je pose le protocole et le cadre tout de suite. D'accord, il faut que ça soit absolument OK pour les deux, sans gêne et pas sous la contrainte. Mais il y a plusieurs règles dans le tantra en effet, hein. Il y a plusieurs règles dans le tantra, c'est le respect de l'intégrité, être en conscience, pouvoir exprimer un oui, un non. D'accord. À tout moment. À tout moment dans la séance, on est d'accord. Ouais, exactement. Donc s'il y a un rituel qui ne convient pas parce que ça met mal à l'aise ou quoi que ce soit, c'est ok en fait. D'accord. Le tantra, en plus, c'est une prestation qui peut être reçue nue ou en tanga jetable que je mets à disposition. D'accord. Donc la personne, en fait, elle est vraiment libre en fait, de vivre sa séance telle qu'elle la vit. Si elle refuse de pratiquer un atelier parce qu'elle ne se sent pas à l'aise avec ce qui est proposé, c'est ok en fait. D'accord. On peut proposer plusieurs choses. Est-ce qu'une séance se pratique forcément dévêtue? Alors, les massages tantriques, c'est mieux que ce soit dans la nudité. D'accord. Voilà, puisqu'en fait, on vient effectuer cette reconnexion par imposition des mains, sans mouvement, sans rien, sexe-cœur. Okay. Cependant, moi, je suis là pour accompagner et montrer comment on se masse, comment on se reconnecte. Donc, si en ma présence, ils préfèrent garder leur dessous, moi, je n'y vois aucun inconvénient. À eux, après, dans leur intimité, bien évidemment, de remettre en pratique et de revivre l'expérience dans leur nudité. D'accord. Et comment se passe une séance concrètement? Tu arrives et qu'est-ce qui se passe?
Comment tu fais? Comment est-ce que vous discutez beaucoup? Est-ce que vous passez tout de suite aux exercices, aux ateliers? Comment tu Ok. fais? Alors, donc déjà j'arrive, soit le partenaire m'a présenté, a prévenu sa partenaire que j'allais arriver, soit déjà il n'a pas prévenu. Alors Donc juste, ça va dépendre. parce que c'est vrai que souvent tu dis j'arrive, donc ça veut dire que tu fais quand même beaucoup de séances en extérieur. Souvent Chez les toi. gens ne viennent pas. Ah si, les gens viennent à mon cabinet, hein, D'accord, tu oui, fais oui, pas tout de à fait. séance à Mais là, domicile. oui, mais D'accord. je pensais que la question c'était surtout pour dans ton établissement double jeu. Oui, Mais mais après on va partir. Enfin, en alors c'est un peu général, tu veux particulier dire? parce que tu as mis en place un protocole un petit peu particulier justement pour nous, Mm. c'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça se passe en règle générale en cabinet pour ceux qui seraient par exemple trop loin de double jeu et qui voudraient quand même vivre une séance de tantra, D'accord. même peut-être par chez eux. Comment toi tu pratiques ta séance? Comment ça se passe? Ok. Alors au cabinet, toutes les séances se font au cabinet. Je ne Ouais. pratique pas en dehors de mon cabinet D'accord. et de ton établissement double jeu. D'accord. Voilà, déjà, pour des raisons de sécurité et aussi parce que pour moi, il y a tout un contexte. Oui. Mon cabinet, les rideaux sont fermés, c'est une ambiance tamisée, il y a une lumière, il y a des jeux de lumière, je mets de l'encens, il y a un fond musical, la table de massage est chauffée, je chauffe mes huiles, enfin il y a tout un contexte qui fait que pour réaliser dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait ce contexte-là, ça me paraît important. Okay. Donc j'accueille la personne, donc déjà il y a eu cet entretien téléphonique, il y a une charte du comportement du massé qui doit être lue et acceptée. D'accord. Sinon le rendez-vous n'est pas validé. D'accord, super. Voilà. Donc la même chose pour toute prestation chez toi. Et puis derrière, on refait le point le jour de la visite. Je lui demande toujours à la personne quel est son état émotionnel et physique avant de commencer la séance. Okay. Voilà, parce que des fois on ne sait pas, la personne peut être un peu plus stressée ou elle peut avoir des blessures ou des douleurs au dos, donc le massage peut aussi venir traiter des problématiques, hein, donc autant en profiter. Okay. Voilà, donc on fait le point ensemble. Il y a un espace pour que la personne puisse se dénuder. Je lui demande si elle est OK avec la nudité, sinon elle a un tanga jetable où elle garde ses dessous. D'accord. Et je mets à disposition des paréos. Ok. Le paréo, c'est pour que la personne en fait ne se balade pas nude au sein de mon cabinet. D'accord. Voilà, donc entre l'espace où elle se dévêtit et l'espace de la table, elle porte son paréo, puis après elle s'installe sur la table. Le paréo est posé sur son corps. Okay. Lui, il est en train de masser et puis après, on va commencer la séance. D'accord. Voilà. Donc, on prend le temps vraiment de se reconnecter en début. Donc ça, c'est pour un massage simple. Après, j'ai des accompagnements. Des accompagnements qui vont durer beaucoup plus longtemps pour permettre aux gens en fait, de vivre une expérience de Kundalini. Il faut toute une préparation. Donc là, il va y avoir beaucoup d'ateliers qui vont être proposés en lien avec la respiration, la méditation passive ou active. S'il y a besoin d'une réconciliation avec l'image de soi, l'image du corps, il y a des techniques aussi qui peuvent accompagner en utilisant la visualisation, en utilisant la mise en scène. Voilà, donc après on ne peut pas tout révéler, mais l'objectif ça va être de vivre des accompagnements pour préparer le canal énergétique et la personne à relâcher toutes les tensions. Ce qui fait qu'une fois qu'elle va s'allonger sur la table de massage, elle va déjà être dans un autre état d'esprit. Voilà. D'accord. C'est beaucoup plus intéressant et il y a beaucoup plus de chances de vivre une montée de Kundalini lors du massage avec une méditation en amont. Ok, très intéressant. Si un couple nous écoute, mais hésite encore à sauter le pas, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Je l'invite à m'appeler. Alors évidemment, mais peut-être que justement c'est ce pas-là qu'ils n'arrivent pas à faire. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils puissent mettre en place ou essayer peut-être pour se convaincre que ça peut être une bonne expérience? Ok. Ben, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir des appréhensions. Déjà, il faut savoir que voilà, si la personne hésite à m'appeler parce que ça peut être confrontant dans le dialogue, sur mon site internet, il y a la page Tantra Naissance où en fait j'explique toutes les différences entre les tantras, ma posture qui est asexuée, asexuelle, d'amour inconditionnel.
Euh, et puis après, j'ai mis en place aussi un certain nombre de questions-réponses. Les questions fréquentes que je peux avoir. Voilà. Donc déjà, si la personne elle trouve réponse à ces questions et qu'elle saute le pas et qu'elle m'appelle, dans ces cas-là, on pourra vraiment échanger sur ses appréhensions. Il est évident en fait que pour un homme, il y a plus d'appréhension parfois que pour une femme, en lien justement avec la sexualité. Alors, du coup, je saisis pas bien. Oui, parce qu'un homme peut en fait être gêné d'avoir une érection pendant un massage. D'accord. Voilà. Okay. Et alors, quand c'est une prestation individuelle, ça peut en effet le gêner, ce qui fait qu'en fait, il va être dans le mental, il va pas lâcher prise, donc du coup, il va pas vivre l'expérience du massage dans l'accueil pleinement. D'accord. Donc là, c'est important en fait de me le faire savoir, de me le dire en amont, voilà, s'il y a des appréhensions, parce que en fait, l'érection ne pose aucun problème au massage. L'objectif, par contre, c'est qu'il n'y ait pas d'éjaculation. L'éjaculation est interdite, puisqu'on est dans du tantra rose. Oui. Voilà. Mais s'il a des appréhensions, tout ça, moi, je peux adapter mon soin et mon massage pour faire en sorte que la séance soit mieux vécue et rassurer la personne. D'accord. Après, quand c'est dans un couple, là, il peut y avoir d'autres problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme peut avoir l'appréhension de l'érection vis-à-vis de la masseuse, mais aussi vis-à-vis de sa partenaire. Parce que s'il y a des tensions dans le couple, que le couple n'est pas très très bien reconnecté, il peut y avoir des notions de jalousie ou de peur de créer un conflit. Avec la masseuse, du coup. Avec sa partenaire. Oui. Ou la masseuse. Oui, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, on va dire que ça va faire en sorte que quand moi je vais intervenir sur un accompagnement couple, ça va manquer de fluidité. Donc c'est hyper important, en effet, quand il y a des appréhensions, qu'on puisse en fait en discuter en amont. Parce que là, dans ces cas-là, ça nécessite en fait que je repositionne ma posture et mon cadre. D'accord. Où moi, je suis là juste pour le couple en accompagnement. Que je n'interviens pas dans la relation, si ce n'est pour accompagner, à apprendre à se sentir, à se toucher, à se connecter, à se regarder, à respirer et à se masser. Ok. Voilà. Donc oui, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup d'appréhension dans toutes ces pratiques tantriques, mais je pense que c'est plus un manque d'information. Donc j'invite vraiment les personnes à échanger. Et si ça leur convient pas, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Oui, c'est sûr, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde, en effet. Ouais, tout à fait. Tu as bien des petites anecdotes rigolotes à nous raconter. Oui, en effet. Tu as bien se passer des petites choses un petit peu peut-être gênantes, drôles. Bah alors là, la première qui me vient, c'est lors d'un accompagnement couple chez Tantra Naissance. C'était pour un anniversaire et en effet, la femme n'était pas au courant de mon arrivée, donc il fallait que je me présente. Donc là, tu allais sur place cette fois-ci. Je venais chez Double Jeu et du coup, le conjoint pour l'anniversaire de sa copine avait prévu un accompagnement Tantra Naissance. Et il a préféré en fait que ce soit moi qui me présente, qui m'annonce et qui positionne le cadre. Il n'y a pas de souci, très bien. Il n'était pas à l'aise avec ça, donc il t'a laissé faire en fait. C'était vraiment une surprise à 100%, quoi. Voilà, et donc en effet, bon, j'arrive, je me présente, je présente donc la prestation que je vais proposer et la réaction de la dame que je comprends tout à fait. On va pas faire un plan à 3. Ah oui, ah non, surtout pas, et alors surtout pas à Double Jeu. Et surtout pas chez moi non plus. Non. Alors j'en profite pour rappeler, du coup c'était pas prévu, mais ça tombe très très bien. Double Jeu, c'est pour les couples, d'accord? C'est pas un club échangiste, c'est pas un club libertin. On ne peut venir qu'à 2 dans chaque logement. C'est bien que tu me dises ça, ça me permet de le placer, merci beaucoup. Oui. Donc elle a été rassurée finalement quand... Tout à fait, elle a été rassurée et puis je tiens aussi à dire que voilà, moi ça fait partie de mon éthique aussi, oui. Même au cabinet, bien on n'est pas dans du libertinage ou quoi que ce soit d'autre. D'accord. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'être libéré sexuellement parlant, enfin en tout cas d'être, je sais pas trop comment dire pour vexer personne, mais
En tout cas, on n'est pas obligé d'être ni libertin ni échangiste pour aller pratiquer une séance de tantra. On est d'accord. Rose, on est d'accord. Ouais, tout à fait. Mais au contraire, en plus, puisque l'approche tantrisme va venir réconcilier un certain nombre de choses et rapporter une aisance et une liberté, en fait, au corps et à l'esprit. Donc, au contraire, c'est justement quand on a des appréhensions que c'est bon pour nous. Ok, bon, super, tu nous as bien éclairé sur le tantra, c'est très sympa. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu? Oui, par contre, je t'aurais bien proposé en fait de proposer une petite séance de bol qui fait partie d'un accompagnement. D'accord, parce allez, qu'en on a fait, quelques minutes. ça pourrait permettre de ressentir comment l'énergie, l'ambiance que tu essayes de mettre dans tes séances, c'est ça? Ouais, allez, voilà. fais-nous écouter, avec plaisir. Alors, ce sont des bols tibétains et de cristal. D'accord. Merci pour cette jolie prestation. Alors vous n'avez pas l'image, mais moi je l'ai, c'était très agréable à regarder, franchement. Merci. Merci, ce sont mes instruments. Je les utilise en plus du tambour chamanique quand je fais des accompagnements activation Kundalini. D'accord. Voilà. Parce que là, on va vraiment avoir des énergies avec le tambour d'ancrage qui vont venir propulser le canal. Donc le tambour, bien sûr, je ne le propose pas en accompagnement tantra-naissance, ça fait trop de bruit. Ah oui. Les bols sont bienvenus, mais pas le tambour. Ok. Voilà, juste pour la précision. Pour resituer. Ouais. Alors, notre petit jeu. Je te propose de te donner, si tu veux bien, 5 situations que vivent souvent les couples. À chaque fois, est-ce que tu peux me donner une astuce, une approche tantrique ou peut-être un geste simple que tu pourrais conseiller pour commencer à faire en sorte que le couple se reconnecte? Très bien. Alors, premier point. Un couple stressé qui n'arrive plus à se poser ensemble. Alors, déjà, je me demanderais personnellement pourquoi je me sens stressée et qu'est-ce que je peux faire pour me libérer. À ça, je répondrai qu'il y a plusieurs pratiques, plusieurs choses très très simples. Si c'est en lien avec le travail, peut-être que je peux déposer tout ça sur une feuille pour libérer mon mental déjà. Après, si c'est en lien avec mon couple, je peux faire le même exercice, mais ça pourrait être intéressant d'ouvrir mon cœur à mon partenaire et d'aller exprimer mes besoins et mes attentes. Donc lui écrire une lettre? Avec bienveillance, ouais, éventuellement. Ouais. Okay. Et puis quand on est stressé, la pratique active en fait, qui peut passer par du sport, une balade dans la nature, jardiner, se reconnecter à des choses simples. D'accord. Voilà. Et puis peut-être préparer un bon repas. Ah bah, c'est la base. Moi j'adore aussi me faire couler un bon bain chaud. Oui, oh là là, oui, c'est vrai. Il y a double jeu aussi pour ça. Ah oui, le jacuzzi. Alors, deuxième point. Un couple qui voudrait rallumer la connexion physique, mais qui, pour le coup, a un peu peur du ridicule. N'a pas très envie d'être dans une position vulnérable ou n'a pas forcément simplement l'habitude de ce genre de situation, de pratique et n'ose pas de peur de se sentir mal à l'aise ou ridicule. Alors, le ridicule ne tue pas, c'est déjà une bonne nouvelle.
Alors après, donc, ce qui peut être intéressant, ça serait peut-être déjà de commencer à apprendre à se masser Tout simplement, en fait. le On n'a soir. pas, on n'est pas obligé d'être expert, en fait, pour poser les Non. mains sur l'autre et pratiquer quelques gestes de massage. Ouais, caresser son partenaire pour déjà voir en fait si on se sent à l'aise avec le toucher, si le partenaire est réceptif. Voilà, et puis de demander aussi à son partenaire ben, comment il aimerait être touché, caressé. Voilà, qu'il y ait un dialogue en fait qui soit instauré. D'accord. Et puis après, si on a peur du ridicule, moi ce que je conseille c'est de jouer, de chahuter. D'accord. Voilà, de faire des mises en scène, de faire des activités communes, voilà, où le rire et le jeu vont prendre de la place pour justement venir dédramatiser cette sensation humiliante de ridicule, qui n'a pas lieu d'exister en fait Oui. dans l'échange de cœur à cœur, dans la relation d'amour en fait. On devrait pouvoir se sentir libre d'être soi avec son partenaire. Oui, après, peut-être que dans le cadre d'une séance comme la tienne, on n'est plus deux, on est trois. Même si on est d'accord, c'est pas un plan à trois. Hein. Non, on est d'accord, évidemment. Ce qui nous prendrait en cours de route, on ne parle pas de plan à trois. Attention. Mais du coup, Ouais. j'imaginais le ridicule dans cette situation-là. Tu Ouais. vois, si un couple vient. Enfin, en fait, pour les couples qui n'oseraient pas venir te voir, de peur de se sentir ridicule vis-à-vis de toi, peut-être Ouais. aussi du ou de la partenaire, mais surtout vis-à-vis de toi, pour ceux qui n'oseraient pas Tout à se fait. dévoiler vis-à-vis de toi. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Comment on pourrait les rassurer, les aider à peut-être sauter le pas? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'entretien téléphonique peut permettre en fait de se sentir à l'aise parce que le fait d'avoir un visage, une voix, Oui. voilà, Tu fais des entretiens téléphoniques en visio? Oui, Ok. on peut le faire en visio en fait si la personne se sent plus à l'aise avec ça et que c'est important parce que il faut choisir son thérapeute. Moi, c'est important de dire je suis thérapeute holistique, j'accompagne au développement personnel, à la libération des émotions. Donc, moi, ça me tient à cœur que les personnes se sentent à l'aise avec moi. C'est la base. Donc, du coup, si elles ont peur de leurs émotions, ce qui est tout à fait compréhensible, moi, mon accompagnement, ça va être en douceur de leur donner un espace sécurisant pour venir déposer tout ça, justement, de se sentir libre. Toujours des boîtes de mouchoirs chez moi. Et du coup, troisième point que je voulais évoquer avec toi, un couple qui communique surtout et peut-être exclusivement par le mental et en oublie le langage du corps. Ouais, c'est dommage. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Eh bien, qu'il ne faut pas oublier qu'un bon câlin, ça libère de l'oxytocine et que c'est très très bon. Un simple câlin, on est d'accord. Ouais, oui, un simple câlin. Hein, donc, chose toute simple, même avec les enfants finalement. Oui, faire un tout à bon fait. câlin à son enfant. Ouais. Mais si c'est difficile d'aller vers l'autre, je pense qu'il est important de prendre un moment pour soi, de se connecter à son cœur, voilà, de s'écouter et de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un moment rien que pour moi ou d'un moment de réconciliation avec l'autre? C'est quoi mon besoin? Quelle est mon attente? Qu'est-ce qui n'est pas comblé en moi qui fait que du coup, j'arrive pas à aller? J'évoquais le câlin avec l'enfant parce que, et c'est vrai que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais le bien-être de la famille joue sur le bien-être du couple. Si au sein de la famille il y a des tensions, que ce soit avec l'autre ou avec les enfants, forcément le couple, dis-moi si je me trompe, mais en subit les conséquences. Et on peut se déconnecter de l'autre malgré nous et alors à cause, c'est horrible de dire ça, mais à cause quelque part d'un conflit familial finalement, ou d'une mésentente sur, je sais pas, l'éducation des enfants, ça peut complètement déconnecter un couple tout ça. Oui, alors après ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que la relation dans le couple va en fait colorer la relation familiale. Bien sûr. Donc je pense que c'est le couple en fait qui a les clés dans ses mains et si le couple arrive à montrer au reste de la famille qu'il se soutient, même quand ils sont en désaccord, oui, et que les désaccords sont exprimés dans l'intimité et qu'il y a un temps vraiment d'écoute
et pas juste j'entends. Non, j'écoute et je prends en considération et je trouve un consensus. La famille devrait aller mieux. Les enfants, généralement, ils s'immisceront toujours dans une petite faille. Et s'il y en a une, bah, c'est parce que le couple a laissé la porte ouverte. Oui. Mais après, c'est le jeu. Les enfants sont des miroirs aussi. Et ils nous font grandir. C'est les enfants qui nous apprennent à devenir parents. Ah bah ça, oui, c'est une certitude. Alors, quatrième point, un couple qui parle boulot, Oh, même au lit et même le samedi soir. oh là là. Quel dommage. Ouais. Bah, c'est pareil, si je parle de travail le soir et même dans mon lit, c'est que j'ai pas eu un moment dans la journée en fait pour déposer mes tracas, mes soucis ou un moment de partage. Donc du coup, est-ce qu'on mange ensemble? Est-ce qu'on s'accorde du temps de pause? Voilà, je pense que là, il y a besoin de retrouver un équilibre dans sa manière de vivre, probablement. Voilà. Peut-être déconnecter les écrans aussi, Ouais, parce que c'est vrai que quand on est tout le temps sur nos écrans, bah forcément le boulot peut très vite revenir au galop, s'interposer dans nos pensées familiales finalement. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que c'est important de s'offrir des temps où on va venir déposer verbalement ou à l'écrit, mais dans des temps consacrés à ça pour pouvoir faire la part des choses. Après, quand on rentre dans l'intimité, eh bien là, on va venir juste se reconnecter à soi, à son cœur et à son partenaire. Mais on fait comme on peut. Oui, c'est pas toujours évident. Et alors, dernier point, imagine dans un couple, tu en as un qui veut tenter le massage tantrique Oui. et l'autre qui lui répond non mais ton truc c'est un truc de gourou. Oui. Alors, j'ai pas souvent cette remarque-là, mais pourquoi pas? Mais imaginons, qu'est-ce Ouais, que tu ouais. pourrais dire à la personne qui pense que tu es un gourou? Oh mince, je suis un gourou. Alors oui, mais je pense que voilà, c'est encore une question en fait de méconnaissance. Faisons connaissance. Non, je pense que c'est important, le dialogue est important. Moi, j'aurais toujours un discours très clair, cru même, voilà. Et il ne faut pas avoir peur des mots, et un chat, c'est un chat, tout simplement. Oui. Voilà. Donc après, personnellement, la notion de gourou, c'est une notion qui n'est pas de notre culture. C'est sûr. Voilà. Qui fait référence, nous dans notre culture, on parle plutôt de maître ou de maître ascensionné. Des choses. Voilà. C'est-à-dire qu'un gourou, c'est quelqu'un qui, en fait, en vrai, a trouvé le pouvoir intérieur, a trouvé en fait qui il est réellement et qui, du coup, inspire les autres. Mais que si il inspire mal et qu'il tombe dans le contrôle et dans l'orgueil, il peut en fait être dans le contrôle et la manipulation vis-à-vis des autres. Donc en fait, si on a peur d'un gourou, il faudrait peut-être se demander à quel moment on se sent influençable et manipulable. Oui. Voilà, parce que si on sait en fait qu'on a le pouvoir à l'intérieur de nous et que personne n'a de pouvoir ni de contrôle sur nous, que nous ne sommes pas influençables et manipulables, on peut en fait interagir avec n'importe qui parce qu'on reste connecté à soi, à sa guidance intérieure, à son pouvoir et on est maître. Et on laisse personne en fait prendre du pouvoir sur nous. Donc en fait, en bref, ce que tu dis, c'est que ceux qui pourraient penser que ce genre de pratique n'est faite que par des gourous, c'est qu'ils ont peur et n'ont pas assez confiance en eux. Ils pourraient avoir peur. Mais il faut quand même dire qu'il y a sûrement des personnes qui pratiquent des domaines thérapeutiques, tantriques ou autres, qui ne le pratiquent pas avec une éthique, une déontologie et des valeurs qui respectent l'intégrité. Donc en fait, en clair, renseignez-vous bien. Oui, soyez prudents. Voilà, soyez prudents, mais n'hésitez pas à tester si vous avez l'occasion de tomber sur une belle personne. N'hésitez pas à tester ce genre de pratique, ça peut être vraiment très bénéfique. Tout à fait, et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, dernier bon conseil. Merci Stéphanie pour cet éclairage, je crois qu'aujourd'hui on a bien cassé pas mal d'idées reçues.
Donc moi je suis très satisfaite de cet échange. Merci. Si les gens veulent te retrouver, dis-nous un petit peu où est-ce qu'ils peuvent te voir, te suivre, peut-être sur les réseaux sociaux, une adresse mail, un site internet, dis-nous tout. Super, merci Amélie. Donc en effet, je suis présente sur Facebook, à Sté Marie énergéticienne, sur Instagram. J'ai aussi mon site internet, donc il suffit d'aller sur Google, de taper Stéphanie Marie énergéticienne à Mel, 79 500 Mel, et vous allez pouvoir trouver en fait tous les liens. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler ou à me contacter si vous avez d'autres questions. Merci en tout cas pour votre écoute et merci à toi Amélie pour cette opportunité d'échanger sur ce sujet qui me passionne. Super, merci à toi de ta Merci. présence, d'avoir accepté de venir. Pour finir, si tu devais juste résumer en une phrase ce que le massage tantrique rose peut apporter à un couple, tu dirais quoi? Le Graal. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Stéphanie. C'est une belle manière de remettre du calme, du respect et même de la conscience dans notre rapport au corps et à l'autre. Si vous nous écoutez en couple et que vous aviez envie d'essayer, de redécouvrir le toucher autrement ou simplement de vous offrir une vraie parenthèse ensemble, cet épisode était peut-être le petit signe que vous attendiez, qui sait. Et pour vous aider à oser, voici le challenge de la semaine. Ce soir, au lieu de regarder une série ou de scroller sur vos téléphones, éteignez tout. Asseyez-vous l'un en face de l'autre et prenez 5 minutes, j'ai dit 5 minutes, c'est pas la fin du monde, pour masser les mains de votre partenaire lentement, sans parler, juste en respirant ensemble. Pas besoin d'être pro, ce qui compte c'est juste l'intention, la lenteur et le contact. C'est peut-être tout simple, mais vous verrez comme c'est puissant. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous savez à qui faire appel. N'hésitez pas à partager cet épisode avec d'autres couples et d'ailleurs à taguer Double Jeu si vous relevez le défi cette semaine. À très bientôt dans un nouvel épisode du Labo des couples avec toujours plus de douceur, d'humour et de complicité.